bienvenue sur les carnets de l'INSEE, une édition spéciale de Web Paranormal. Avant de débuter, et au cas où vous auriez du mal à me comprendre, j'ai activé la fonction sous-titres pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ces chasseurs de fantômes que l'on trouve sur de nombreuses chaînes YouTube et Dailymotion, et des différentes entités ou phénomènes qu'ils peuvent rencontrer lors de leur péripéties. Je vais donner quelques conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure urbex ou qui la pratiquent déjà, afin de mieux comprendre et d'éviter les désagréments. Dans les maisons hantées qu'ils visitent, on peut classer les entités rencontrées en 3 catégories principales. La première est le fantôme classique, c'est-à-dire le défunt. Le défunt était une personne vivante qui est décédée, et, pour différentes raisons, son fantôme est resté dans la maison où il a vécu. Parfois, il peut venir du voisinage ou du terrain. Il reste là parce qu'il aime cette maison, parce qu'il y était très attaché durant sa vie, et même après la mort, il souhaite continuer à vivre ici. La seconde possibilité est que ce fantôme est bloqué dans cette maison. Souvent, c'est parce qu'il a encore une chose à régler dans sa vie, dans la vie de ses proches ou dans son propre passé. Tant qu'il est persuadé que son rôle sur cette terre n'est pas terminé, il ne peut pas évoluer et passer dans la lumière, c'est-à-dire le passage vers un état supérieur de l'âme. Le second type d'entité qu'un chasseur de fantômes peut rencontrer est un être plutôt maléfique que nous appellerons par commodité un démon. Cet être n'est pas d'origine humaine, il est le fruit d'une énergie négative, appelée parfois par des rituels de magie noire, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils existeraient depuis l'origine du monde. Ce sont des énergies qui se nourrissent de la peur et du malheur, et ils sont organisés en hiérarchie, de plus en plus puissants quand on se rapproche du Big Boss, c'est-à-dire Satan. Certains estiment qu'ils sont au nombre de 72 en se basant sur la Kabbale, et d'autres annoncent jusqu'à 270. Chacun d'eux a des caractéristiques et des pouvoirs spécifiques. Mais à vrai dire, il est extrêmement rare de les trouver dans une maison abandonnée, et ils ne se manifestent que s'ils sont appelés via des rituels complexes. Par contre, il existe des entités pouvant être assimilées à des démons, bien qu'elles n'en soient pas, ce sont les lémures. On les nomme aussi incubes et succubes car elles sont de la même essence, la pensée humaine. Celles-ci peuvent très bien se retrouver dans des maisons ou des objets hantés. Elles prennent forme dans le bas astral, c'est-à-dire la partie la plus basse de l'au-delà, grâce à des pensées et des émotions humaines. Ce sont donc des individus comme vous et moi qui les engendrent. Votre pensée prend vie sous le coup d'une émotion ou d'une dure épreuve de la vie, et plus cette émotion est présente dans le temps, plus elle va nourrir le lémur. Au bout d'un certain temps, cet être sera suffisamment indépendant pour se nourrir des pensées et des peurs d'autres personnes. Dans l'Antiquité comme aujourd'hui, on les a souvent confondus avec des fantômes hargneux, des démons ou des élémentaux. Mais ma propre expérience m'a conforté dans l'origine que je viens de vous expliquer. Le phénomène de poltergeist en est la parfaite expression. Il se produit dans une maison où l'on trouve souvent un adolescent en crise, et plus rarement un individu d'âge mûr en grande détresse psychologique. Le lémur va se créer par la pensée de l'adolescent et se manifester en déplaçant des objets, en tapant dans les murs et provoquer de nombreux désagréments. Mais en général, ce lémur n'a qu'une vie éphémère et il va cesser d'exister au bout d'un certain temps, dès lors que l'ado aura surmonté cette crise. Ce n'est pas un lémur de haine, généré par un acte horrible ou créé avec un rituel ou une séance de spiritisme. Aussi, dès qu'il n'est plus alimenté par la pensée, il disparaît comme il est venu. Mais dans les autres cas, il peut persister dans une maison où des drames se sont produits, et parfois où de nombreuses séances de spiritisme ont eu lieu. C'est souvent ce qui est rencontré par les chasseurs de fantômes pour les entités vraiment mauvaises et qu'ils attribuent à des démons. Il reste enfin un phénomène connu des ésotéristes, qui est l'énergie résiduelle. Le principe veut que les objets et les matériaux puissent s'imprégner d'émotions et d'images lors d'événements dramatiques. Ainsi, des murs ou des objets vont agir comme des caméscopes et restituer en boucle des images du passé. Vous avez sans doute déjà vu des reportages sur certains châteaux avec des dames blanches qui se promènent dans les couloirs et sur les remparts certains jours de pleine lune. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit de fantômes errants, mais en réalité, il ne s'agit que d'une projection d'événements passés.
Il est donc impossible d'interagir avec ces pseudo-entités. Il ne s'agit que de la restitution d'images anciennes, générées par des émotions puissantes. Ces images se sont incrustées dans la pierre, et elles sont restituées régulièrement quand des conditions particulières sont réunies. Ce phénomène est plutôt impressionnant, mais il n'est pas du tout dangereux. Il est d'ailleurs très possible de se faire traverser par l'apparition, mais il sera impossible de communiquer avec elle, puisque ce n'est qu'une image, comme un film qui se déroule et qui tourne en boucle. À présent, comment un chasseur de fantômes devrait réagir face à ces différents phénomènes? Dans le cas du défunt, il faut envisager que s'il est dans la maison, c'est qu'il souhaite y rester et qu'il veut qu'on le laisse tranquille. Imaginez que vous êtes chez vous et que vous ayez une bande de gars qui débarquent avec des caméras, des appareils électroniques, des projecteurs ou je ne sais quoi. Ils envahissent votre espace et vous demandent à tout bout de champ de vous montrer ou de vous manifester. Évidemment, vous n'avez qu'une envie, c'est de les foutre dehors pour avoir la paix. Il se peut même que vous deveniez agressif, car c'est tout naturel. Dans ce cas-là, il est évident qu'il vaut mieux laisser ce défunt et passer à autre chose. Je tiens à préciser que certains esprits souhaitent communiquer pour passer le temps, mais ça reste assez rare. En général, les défunts qui hantent les lieux veulent se faire entendre pour exprimer leur malaise et demander de l'aide pour résoudre leur situation. Pour arriver à ces fins, ils peuvent vous transmettre leur état émotionnel. Vous allez alors ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur. Il n'est pas question dans ce cas de leur demander de se manifester, de bouger des choses ou de faire le pitre. Vous serez totalement à côté de la plaque. Il faut rester à l'écoute et faire preuve de compassion. En ayant l'esprit ouvert, vous pourrez capter des éléments de la vie de cette personne. J'espère que vous pourrez lui apporter l'aide qu'elle demande et l'aider à passer à un stade supérieur. Cela demande de l'entraînement, de l'abnégation, mais le bonheur de pouvoir aider une âme en peine est très gratifiant. Il peut arriver qu'un défunt vous demande de l'aide, mais que vous ne soyez pas réceptif. Cette situation peut le pousser à des comportements négatifs et parfois agressifs. Si vous n'êtes pas en mesure de ressentir ces attentes, alors il est peut-être temps de réfléchir à changer de métier. Ce ne sont pas des appareils électroniques qui vous apporteront la solution. Parlons à présent du cas des démons. Comme je le disais précédemment, il est extrêmement rare d'en croiser dans une maison hantée. Mais si un jour vous êtes confronté à ces entités, la seule alternative est de partir. À moins que vous ne soyez un expert en occultisme, rompu à la pratique de l'exorcisme, à la connaissance de la démonologie, des techniques de protection et surtout avec un mental d'acier, vous ne serez pas de taille à affronter ce genre d'entités. Elles peuvent détruire votre santé, votre travail, votre famille et enfin votre vie. Aussi, quittez les lieux sans vous retourner et sans perdre de temps. Enfin, priez pour ne pas être suivi. Je donnerai quelques éléments en fin de vidéo qui devraient vous permettre de rentrer chez vous en minimisant les conséquences. Abordons à présent le cas du lémur. Si vous souhaitez y faire face, j'espère pour vous que vous disposez d'un mental à toute épreuve, car cette entité est souvent agressive et elle peut projeter cette agressivité dans votre tête. Elle se nourrit de votre énergie et elle est capable de vous frapper, de vous pousser ou de vous griffer. Elle peut déplacer des objets violemment, comme on peut le voir dans les 2 vidéos suivantes de Chasseurs de fantômes. Я не понял, это получается он нас обманул? В смысле? В смысле, это все он один делал? Все вот эти голоса, стуки. Тихо, тихо. Смотри. Тихо.
Не гудись, куда? Давай туда. Ceci n'est qu'une partie visible de ce qu'elles peuvent faire. Elles peuvent se faire passer pour n'importe qui, comme un jeune enfant ou un proche disparu. Elles sont comme des sangsues, capables d'absorber votre énergie, l'énergie des appareils électriques ou électroniques, et plus votre tension émotionnelle sera forte, plus elles monteront en puissance. Le problème du lémur, c'est qu'il peut s'attacher à une personne et continuer à la vampiriser pendant des jours, voire des semaines. Vous serez alors déprimé, fatigué, agressif, et votre comportement aura des répercussions sur votre famille et votre travail. Certaines de ces entités sont axées sur le sexe. Ce sont les succubes pour la version femelle et les incubes pour la version mâle. Je vous rappelle qu'elles sont créées de pensées humaines, et l'énergie sexuelle peut s'avérer très puissante, et les actes des prédateurs sexuels nous le démontrent tous les jours. Il y a quelques années, j'ai personnellement connu une jeune fille hantée par un incube. Celui-ci avait des rapports sexuels avec elle régulièrement, mais comme malheureusement elle y prenait du plaisir, la situation perdurait. Même si l'incube lui puisait son énergie, elle était totalement à sa merci et refusait que j'intervienne. Mais j'ignore ce qu'elle est devenue depuis. Ceci est un cas particulier car les incubes ont plutôt tendance à violer leurs victimes. Les succubes font de même, mais avec plus de facilité. Les hommes les subissent pendant leur sommeil et les considèrent comme des rêves érotiques. La seule différence avec un rêve normal est un épuisement et une grande fatigue qui vont s'accentuer au fil du temps. Leur forme de base est facilement repérable. Ce sont des êtres assez petits, dans les 80 cm à 1 mètre de haut, et ils se tapissent dans les coins des pièces ou des recoins sombres pour vous épier. Il est plutôt facile de rentrer en contact avec eux, car ça leur permet de prendre de l'énergie. Mais soyez prudents, leurs intentions ne sont pas amicales. Nous terminons avec des règles élémentaires de sécurité. En premier lieu, ne faites jamais la visite d'une maison hantée tout seul. Certaines sont délabrées et un accident est vite arrivé. Quand vous visitez un lieu, soyez sûr d'en avoir la permission. Le lieu que vous visitez appartient certainement à quelqu'un. Et si vous n'êtes pas autorisé, vous êtes passible d'une violation de propriété. Il se peut aussi que les lieux visités abritent des SDF et même des junkies qui ne seront pas très contents de vous voir débarquer. Pour le côté surnaturel, vous n'êtes pas à l'abri d'être agressé par une entité. Cela peut se traduire par une chute ou une perte de connaissance. C'est pourquoi il est indispensable de s'équiper de protection avant toute intervention. Les types les plus courants sont les prières ou les talismans que l'on porte sur soi. Ils devront avoir été réalisés par une personne versée dans l'occultisme et capable de les confectionner dans les règles de l'art. Un dernier point important est la purification de vous-même quand vous aurez terminé votre visite. La solution la plus simple et la plus pratique reste la fumigation. Elle peut se faire avec de l'encens sanguin, mais pas celui en bâtonnet, c'est tout à fait différent. L'encens sanguin demande l'utilisation d'un récipient en métal, d'un charbon ardent et d'un encens spécifique comme le jawi ou les larmes, qui correspondent bien à ce genre de situation. Une solution plus simple et plus aisée consiste à acheter un petit rouleau de sauge dans une boutique spécialisée. Il suffit d'enflammer son extrémité, puis de le laisser se consumer pour générer de la fumée. Dans les deux cas, il faut faire passer la fumée sur votre corps, vos vêtements et vos appareils. Si vous êtes venu en voiture, n'hésitez pas à enfumer l'intérieur. Cette fumée va nettoyer toutes les empreintes psychiques et freinera la possibilité d'être suivi par une entité. Elle sera largement suffisante dans 90% des cas. Pour les 10% restants, et si vous sentez une présence chez vous dans les jours qui suivent, renouvelez l'opération dans votre maison chaque jour tant qu'elle persiste. Fermez portes et fenêtres, ouvrez les tiroirs et placards, puis enfumez toutes les pièces. Si vous êtes croyant, n'hésitez pas à réciter une prière afin de demander que l'entité s'en aille. Ensuite, vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, et puis vous ouvrez toutes les fenêtres pour évacuer la fumée. Je n'évoquerai pas le cas d'un démon, car dans ce cas-là, le seul moyen de s'en débarrasser est de faire appel à un professionnel, si vous en trouvez un de sérieux et de compétent. J'arrête là et j'espère que mes conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo
et cliquez sur le pouce bleu pour m'aider à référencer ma chaîne. A bientôt pour de nouveaux conseils tirés des carnets de l'INSEE.